Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance du jour, la préparation de la séance de trading de vendredi, quelques plans de trade, ma stratégie, je vous retrouve de l'autre côté. Et oui, 1,52% de baisse. Et oui, il ne fallait pas trop s'habituer à la hausse, puisqu'on était effectivement monté très haut et qu'il fallait se méfier un petit peu. C'est toujours plus facile après coup, évidemment. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. Mais 1,5% de baisse après une progression de plus de 20% en l'espace de, je sais plus, une dizaine de séances. C'est vraiment un minimum syndical. On va revenir sur ça un petit peu plus tard, je le disais. Et à l'origine de la consolidation du jour, on trouve pas grand chose, ça sent le prétexte à plein nez, mais il est vrai que les statistiques d'activité ont été un petit peu décevantes et il fallait sans doute chercher dans le détail des raisons de baisser, et c'est vrai que c'était pas plus mauvais que ce à quoi on a assisté les derniers jours, mais voilà, il fallait une excuse pour baisser. Elle a été toute trouvée, des statistiques un petit peu en demi-teinte, et on dessine une configuration assez connue, culte même, qui s'appelle... Et donc une figure culte vient d'apparaître, c'est l'étoile du soir. L'étoile du soir est constituée de trois bougies, une bougie verte, une bougie rouge ou verte et une bougie rouge. La bougie du milieu peut être encore une fois rouge ou verte, et l'important surtout c'est que les corps ne se superposent pas. C'est encore mieux quand les mèches ne se superposent pas et qu'il y a carrément un gap entre la bougie 1 et la bougie 2, et d'une part et la bougie 2 et la bougie 3. Mais c'est valable complètement à cette configuration ici en étoile du soir. C'est annonciateur d'une continuation de la baisse. Et encore une fois, quoi de plus normal lorsque l'on a progressé autant et qu'on est dans une zone de résistance journalière, ici les 5196, 5506, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé. La question est de savoir jusqu'où la baisse, et je pense que sans savoir jusqu'où la baisse ira, naturellement, il y aura des acheteurs sur ce support des 5175, 5211, donc il est tout à fait envisageable d'avoir ceci et cela. On peut également aller faire un throwback sur le canal, je sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, je vais backtester un truc avec vous après, mais dans l'immédiat, retenez surtout qu'il y aura du flux acheteur sur le support des 5175, 5211. C'était une zone très importante de résistance qui est à l'origine de l'agonie qu'on a connue pendant 4 mois à latéraliser, et il y a des acheteurs sur ces niveaux. Il y a aussi d'autres niveaux intéressants, mais ce sont les deux plus intéressants à mon avis. Les plus gourmands peut-être voudraient aller combler le gap des 5000, 5022, c'est tout à fait possible aussi, on peut pas savoir de toute manière. Plus vous avez un objectif qui est éloigné, moins vous risquez de rentrer, car on risque de ne pas y aller, et plus vous avez un objectif qui est proche, et plus vous risquez de vous faire stopper si on a envie d'aller chercher l'objectif que vous n'envisagiez pas d'aller chercher. Le plus important surtout, c'est d'avoir des statistiques, et les statistiques de votre côté, je vous montrerai comment je vais réagir et comment je vais agir un petit peu plus tard. En tout cas, on a fait le tour des retracements possibles, mais j'aimerais quand même avec vous mettre les Fibonacci. Ça, j'en parle depuis pas mal de temps, parce qu'il faut toujours être prêt. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un niveau important de Fibonacci à 23,6%, les traders aiment bien rentrer là, et les 38,2% sont également très recherchés par les traders, sans parler des 50%. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir quand même, c'est une coïncidence, une convergence des supports sur un niveau. Si on va chercher les 23,6% avec une petite mèche et clôturer au-dessus, ça serait sans doute le signe qu'on ne veut pas consolider plus. Maintenant, si on clôture en dessous du support 5175, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de traders acheteurs avant les 38,2% de Fibonacci. Aller chercher le gap voudrait dire aller chercher 50% de Fibonacci, ce qui est tout à fait possible également. Et là, je sais que certains sont choqués, notamment ceux qui veulent du travail tout fait. On ne sait pas ce qui va se passer, personne ne sait, et heureusement, parce que sinon le marché n'existerait pas. Et donc on se retrouve également avec les éléments techniques à prendre en considération, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, les bandes de Bollinger, la moyenne mobile à 50 jours, et la moyenne mobile à 200 qui m'intéresse toujours. Et voilà où on en est, je cache les objets.
Vous pouvez voir d'une part que la tendance de court terme est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte, la tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte, on a un croisement M20, M50, c'est toujours intéressant. Je le backtesterai demain si on n'a pas quelque chose de plus original à backtester. La M200, on est au-dessus, donc les traders, les trend followers sont en train d'arriver et d'affûter leurs armes. Voilà ce qui s'est passé. On a backtesté hier ce qui se passait après un double setup Tradobull. C'est-à-dire qu'on a réintégré les bandes de Bollinger. On a eu un premier setup Tradobull, c'était ici, un deuxième setup Tradobull ici. On a vu qu'après un setup Tradobull, d'ailleurs vous remarquerez qu'avec le backtest du setup Tradobull, on était bon. On avait, malgré le fait que l'on avait un double setup Tradobull qui s'est mis en place, notre stop n'aurait pas été touché. Donc là, on est bien dans le sens des statistiques du setup Tradobull, même si on n'est pas dans le sens des statistiques du double setup Tradobull, parce que là, je vous rappelle qu'on a backtesté que normalement on pouvait espérer qu'on irait plus haut. Mais attention, là, c'est pas tout à fait vrai non plus parce qu'on est toujours dans les clous du stop loss pour le double setup Tradobull qui pourrait toujours être conforme aux statistiques si on allait plus haut. Je suis désolé, c'est hyper jargonneux. Si vous découvrez l'analyse technique avec ma vidéo là aujourd'hui, vous allez sans doute jamais revenir, mais voilà, c'est technique, il faut le savoir. En tout cas, que se passe-t-il lorsque, suite à un double setup Tradobull, on converge, on rentre entre les bandes de Bollinger? C'est l'objet du backtest du jour. Alors voilà ce qu'on va faire. Tout ça, c'est... j'ouvre une parenthèse, tant pis, vous allez me détester si vous êtes pressé, mais j'ai beaucoup apprécié ces derniers jours ce qui se passe sur mon fil Twitter et sur les commentaires de la vidéo, parce que je me suis même fait critiquer, tancer, charrier gentiment, en me disant que mon backtest n'était pas suffisamment exigeant hier, parce qu'il valait me faire ceci ou cela. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a un changement de logiciel qui se met en place et que vous comprenez l'importance de travailler les backtests, parce que me faire critiquer sur un backtest, c'est génial, ça veut simplement dire que ça rentre. Et évidemment, moi je vous donne des idées, à vous bien sûr de peaufiner derrière. Si vous n'avez pas le temps de peaufiner derrière, eh bien vous loupez en fait l'essentiel de mes vidéos, puisque moi je vous donne simplement des idées générales. Donc regardez, on va regarder jusqu'où on a corrigé après une réintégration des bandes de Bollinger après un double setup Tradobull. Ok, donc voilà. Première occurrence ici, vous le voyez, je vais juste détailler deux, puis après ça va être trop long. On a fait un setup Tradobull, un double setup Tradobull. Une fois qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, là on est allé chercher la M7 et même la M20. Ok. Un autre exemple ici, après le double setup Tradobull et la réintégration, on n'a fait ni un ni deux, on est allé clôturer plus haut et c'est uniquement après qu'on a touché la M7. On fait un troisième ici. Il n'y a pas de succès et d'échec là, c'est pour voir comment on peut anticiper l'évolution des cours. Setup Tradobull, double setup, triple, quadruple, et derrière, on a, une fois qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, c'était ici, on a fait des plus hauts. On a fait un retour à la M20 après la réintégration des bandes de Bollinger. Là, on est revenu dans les Bollinger, on a fait un plus haut. Bon, bref, je ne vais pas tous les faire, sinon ça fait trop long. Mais retenez surtout que sur les 16 occurrences de setup double Tradobull et réintégration, une fois qu'on a fait la réintégration entre les bandes de Bollinger, on a eu 8 fois l'inscription de nouveau plus haut, 4 fois un retour sur la M7 au plus, 4 fois un retour sur la M20 au plus. Okay. Donc clairement, ça veut dire que dans 50% des cas, après la réintégration des bandes de Bollinger, je vais prendre la... Donc 4 fois après la réintégration des bandes de Bollinger, donc dans 50% des cas, pardon, on va rien chercher, on fait des plus hauts. Dans 25% des cas, on va chercher la M7 et puis après, on va pas plus bas. On va pas chercher la M20. Dans 25% des cas, on va chercher la M20. Autrement dit, ce qui est le plus probable ici, c'est pas qu'on aille chercher la M20 et ça jouera en fait dans mon stop loss de tout à l'heure. Je vous rappelle que ce backtest n'a aucune validité scientifique parce qu'on ne peut pas faire des lois sur 16 occurrences, mais vous voyez comment je bosse. Donc, ce qui nous amène aux autres éléments techniques, et là, bon, pas de doute, c'est super haussier.
C'est super haussier, le récit au-dessus de 50, le momentum au-dessus de 0, le MACD au-dessus de son signal, MACD 0 au-dessus de son signal stochastique en alerte, attention au croisement. Trend cycle de Schaff, c'est haussier, Awesome oscillateur, c'est haussier. Donc tout est haussier, mais vous remarquerez que le RSI descend et que le stochastique descend aussi. Les volumes sont faibles. Alors là aussi, hein, je me suis fait chambrer en me disant t'es gentil Trado, mais je sais pas ce que c'est en Australie, mais le 11 novembre en France c'est férié. Et c'est vrai que c'est ça qui explique en grande partie également hein, la faiblesse des volumes. Et la faiblesse des volumes confirmée aujourd'hui va quand même dans le même sens qu'il n'y a pas de panique. Hein. Ce ne sont pas des séances très significatives quand il y a une baisse des volumes comme ça. À mon avis, ça va remonter derrière. Mais bon, ça, c'est simplement un sentiment. C'est pas ce qu'il faut nécessairement trader. Hein. Donc, bref, ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, bon, là aussi, j'en ai parlé, donc je vais aller assez vite. C'est super haussier. Pourquoi c'est super haussier? Parce que vous avez les courbes de l'Ishimoku qui montent. Là, vous avez un twist haussier qui s'est réalisé ici, donc ça c'est bien aussi. Je vous rappelle hein, qu'il y a un objectif, hein, lorsqu'il y a le twist qui s'opère, on backtestera ça à un moment, mais on a un objectif qui est de mettre 50% au niveau du twist, et vous voyez ça a été touché. Alors, je m'y suis pris un petit peu tard, hein, puisque je vous en parle aujourd'hui, mais regardez la précision du truc. Hein. Ça c'est fait, et également vous avez... la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun. Ah, voilà, oui, l'éloignement de la Tenkan, j'en ai parlé hier, fait qu'il y a des forces de rappel vers la Tenkan qui s'exercent. Hein. C'est comme un élastique qui se tend. Et là, il était tellement tendu qu'il est en train de se rapprocher de la Tenkan. C'est normal. Pour terminer donc avec les trades du jour. Alors, en imaginant que le scénario soit celui d'une baisse et d'une reprise de la hausse, okay, qui est mon scénario de base, avec l'idée derrière qu'on a backtesté. C'est toujours pareil, hein, je fais pas des scénarios incantatoires, hein, je sais rien, j'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer ce coup-ci, mais je sais que statistiquement, on est censé aller chercher un contact avec ce niveau. On a backtesté ça, okay, c'est ce qui arrive généralement. Donc si on est d'accord avec cette idée, on pense que on peut par exemple envisager qu'on baisse et qu'on reparte. Alors comment je vais trader ça? Si vous voulez trader ça, voilà ce que je vais faire. Je vous le dis pas au cas où vous voudriez. Voilà, attendez, je mets ça. Voilà. Attention, c'est un peu compliqué. On va tout articuler ici. Moi, je fais le pari que, je vais acheter lorsqu'on viendra toucher les 5211 si on y va demain. Tant pis si on n'y va pas dans 50% des cas, on repart plus haut. Mais je vais faire le pari qu'on va y toucher ça. Je vais mettre mon stop loss en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes, sachant qu'on y va rarement. Okay, donc si j'achète ici demain, que je mets mon stop loss en dessous de la M20, en dessous du gap, tout ça, ça fait un 4,9% de stop loss. Si j'envisage le ralliement du haut du canal, ce trait là, ça fait 6,8%. Donc j'ai un ratio gain-risque qui est bien supérieur à 1, ça me va. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va pas faire ça? J'en sais absolument rien. Mais en tout cas, voilà ce que je vais trader. Si vous voulez maintenant spéculer à la baisse, vous avez une très bonne stratégie également. Hein. C'est partir sur le fait qu'on va toucher le support des 5175. Ça vous donne un objectif à 3%. Vous mettez un stop loss au-dessus des plus hauts, ici à 2,2%. Prenez un peu de marge, 2,6%. Vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1. Ou alors, vous pouvez être également gourmand. Attendez que ça remonte un petit peu. Et si jamais ça remonte un petit peu, et encore une fois, il n'y a aucune garantie, vous mettez un stop loss plus éloigné. Par exemple, si on va chercher une petite montée, vous visez 4%, vous mettez un stop loss voilà, à 2,6%, vous avez un très bon ratio gain-risque. Voilà, c'est terminé pour l'analyse du jour. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.